Ces événements ont eu lieu plusieurs années avant la rénovation du Waldorf Astoria. L'élégant vestibule s'étendait de Lexington Avenue à Park Avenue. Au centre, au sommet d'une horloge massive somptueusement embellie et dorée, se trouvait la Statue de la Liberté. Ce monument emblématique serait sans doute encore là pour vous accueillir à votre arrivée. C'était le point de départ idéal pour une célébration d'anniversaire de mariage. Comme toujours, Robert Jones, rédacteur en chef chevronné d'un journal renommé, est ponctuel. Il s'est précipité dans la rue à travers les tourbillons de neige pour rejoindre sa femme de 25 ans, une brillante directrice de marketing. Ensemble, ils formaient un couple prospère, respecté, autonome et dévoué. Charmante dans son genre et connue pour ne pas tolérer les imbéciles, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, Robert était un homme qui vieillissait gracieusement. Son charme et son intelligence aiguisée l'ont rendu indispensable au sein du principal service d'information et ont été la force motrice de nombreuses campagnes de marketing parmi les plus réussies de l'industrie cosmétique. La main de Robert s'est glissée dans sa poche. Combien de fois l'avait-il fait dans sa hâte d'arriver à l'heure? Leur 25e anniversaire de mariage coïncidait avec Noël. Il avait confectionné pour elle un collier orné de 25 diamants, niché dans un coffret long et fin. Ces précieux diamants symbolisent la profonde affection qu'il lui porte. Il avait économisé secrètement pour ce cadeau pendant plusieurs années. L'écrin portait une gravure élaborée, « Notre amour en diamant », car Robert chérissait les belles phrases. Pourquoi un cadeau aussi extravagant? Noël a toujours été spécial pour eux, et le fait d'atteindre 25 ans était une étape importante en soi. Chaque année, ils commémoraient cette joyeuse fête par une soirée en amoureux, après s'être rencontrés pour la première fois lors d'une fête le soir de Noël. La nuit était particulièrement magique en raison de la neige, et il sentait son excitation monter tandis qu'il se précipitait pour voir sa bien-aimée. Il s'est rapidement arrêté de l'autre côté de la rue pour faire un don pendant que le quatuor de cuivre de l'armée du salut jouait près de la gare centrale. Cela le retarda un peu, mais il ne put s'en empêcher. Après tout, c'était Noël. Il a repensé aux moments difficiles de leur vie commune, stimulé par l'esprit des fêtes. Ils semblaient s'éloigner progressivement l'un de l'autre. Au fur et à mesure que la carrière d'Anne progressait, elle assumait de plus en plus de responsabilités et devait de plus en plus voyager. Pendant ce temps, Robert dirigeait une équipe de jeunes reporters enthousiastes qui, malgré leur zèle, manquaient d'expérience et risquaient de causer des ennuis juridiques à sa chère publication s'ils n'étaient pas étroitement surveillés. Robert s'inquiète du fait qu'Anne et lui se sentent peut-être trop à l'aise avec le temps qui s'écoule entre eux. Il leur suggère de trouver une activité qui leur plaise à tous les deux, que ce soit en couple ou individuellement. Il cherche à raviver l'intérêt d'Anne pour leur mariage et à la détourner de ce qui accapare son attention. Il était persuadé qu'elle ne le laisserait jamais tomber. Sa confiance en elle était inébranlable et leur relation avait toujours été solide comme un roc. Robert n'a jamais ressenti le besoin de se demander s'il était satisfait de l'état de leur relation. Certaines choses étaient simplement supposées. C'est ça la confiance, n'est-ce pas? Les fleurs à la main, Robert marcha d'un pas alerte en fredonnant une chanson de Noël. Il a hâte de la prendre dans ses bras et de l'emmener dans la soirée magique qu'il a préparée. Juste derrière eux, près de l'horloge, deux hommes qui viennent de quitter le pub observent la scène. Bien qu'il soit habituellement rapide, Robert semble cette fois-ci en retard. « Oh, bonjour, ma chère. » L'un des hommes se détacha pour s'approcher d'elle, l'enlaçant étroitement et lui donnant un léger baiser sur les lèvres. Sous le coup de la surprise, elle répondit par un baiser plus profond, presque instinctivement. « Qu'est-ce que tu fais ici, Mike, mon chéri ?» demanda-t-elle en se détachant, réalisant soudain que son mari pouvait arriver à tout moment, visiblement troublé. Mais il était trop tard, Robert avait déjà tout vu. Il était manifestement anxieux, car il fit une pause, reculant d'un pas pour observer ce qui allait se passer. « J'étais en ville pour une brève réunion avant de prendre le premier vol pour Londres depuis l'aéroport Kennedy le lendemain matin. Ce soir, êtes-vous disponible pour l'amour ? Votre conjoint. » Sans se rendre compte de ce qu'il faisait, Robert s'approcha prudemment d'eux, les écoutant avec une appréhension croissante. Qui est cet homme? Pour Anne, quelle est sa signification? Il la voit serrer le cadeau emballé. Était-ce pour cet inconnu ou pour lui? Et leur baiser ouvertement romantique dans un lieu public. Il se présente sous le nom de Robert Jones. Le visage d'Anne se figea, ses yeux passant de son mari à son amant. Vous semblez connaître ma femme, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Bill, répondit-il en bégayant. Bill Johnson. Bill jette à Anne un regard piteux. Qu'aurait-il dû dire?
Il semblait les avoir surpris à un moment délicat. Vous devriez rattraper le temps perdu. Si vous n'avez pas encore réservé de chambre, l'hôtel en a beaucoup de disponibles. Nous nous reverrons peut-être plus tard, mais je dois partir. Je vais appeler un taxi. Robert s'efforça de sortir son téléphone de sa poche, mais au lieu de cela, ne sachant que faire, il se retrouva à sortir le paquet cadeau et à faire tourner son cadeau dans ses mains. Et ne t'inquiète pas. Je vais me débrouiller. Robert jeta un coup d'œil sur le ruban noir luisant de la longue boîte plate et polie. Ses yeux se remplissent de larmes. Et ceci est pour toi, quoi qu'il arrive. Il lui mit le collier dans les mains et se détourna. Il entendit des jurons derrière lui. Il se criait dessus. Il n'y prêta plus attention. Robert devait s'échapper. Comment cela s'est-il produit? Pourquoi avait-il été si préoccupé par son travail? Comment ont-elles pu le trahir de la sorte? Robert, la misérable, l'appelait elle, mais il avait déjà atteint l'échelon supérieur. Il est à la sortie quand la voix se rapproche. Il se précipite dans un taxi qui l'attend. Après avoir donné l'adresse, Robert disparaît et regarde le taxi se fondre dans la file de véhicules. Dans cet océan de voitures, il était impossible de repérer un taxi. Qu'avait-elle fait? Robert n'aurait jamais dû le découvrir. Elle avait été si prudente. Pouvait-elle? Comment aurait-elle pu prévoir de rencontrer Bill? Comment avait-il pu être si imprudent, l'aborder si directement? Bill avait-il tout gâché? Comment cela pouvait-il être réparé, si tant est que cela puisse l'être? Après s'être séparé de ses amis, Bill finit par la rattraper. Tu vas bien, toi aussi? Tu crois qu'il s'est douté de quelque chose? Il est clair qu'il a tout compris. Naturellement, il s'en doutait. Elle acquiesça, disant à Bill que ce n'était pas entièrement de sa faute, mais son comportement entier le désignait comme responsable. De quel droit la traitait-il ainsi devant tout le monde? Il aurait pu simplement dire bonjour et passer à autre chose. C'était une catastrophe. Robert a le cœur brisé. Elle va devoir réorganiser son emploi du temps pour trouver du temps pour son mari. Elle expliquera à Robert pourquoi ils doivent trouver un moyen de sortir de cette terrible situation. Bientôt, elle réfléchit aux mots qu'elle utilisera pour ramener Robert à la réalité. Le plan est solide et il n'y a aucune raison pour qu'il ne réussisse pas. Robert regarde les lumières passer à travers la fenêtre du taxi. Comment avait-il pu la rater? Comment avait-elle pu dériver à ce point? Était-il bouleversé? C'est ce qu'il ressent. Mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas crié et frappé cet idiot? Au lieu de cela, il s'est retrouvé seul, fuyant son épouse bien-aimée, perdu dans ses auto-accusations. Silencieux. Essayant de ne pas pleurer. C'était plus que de la fureur, quoi qu'il en soit, qu'il ressentait. Pour la première fois de sa vie, Robert Jones ne sait plus quoi faire. Il se sentait trompé, pris au dépourvu et abandonné. Il n'a pas été choqué de ne pas être à la maison à son retour. Pour attendre le retour de son mari, elle s'est habillée, a déplacé une chaise du salon vers le couloir et s'est assise. Lorsqu'elle s'est réveillée à l'aube, elle s'est aperçue qu'elle était seule, il n'était pas rentré. C'était samedi. Il devait avoir loué une chambre quelque part. Elle se convainc qu'il sera à la maison aujourd'hui. Elle résista à l'envie de l'appeler sur son portable, se rappelant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Une fois qu'il se serait calmé, ils parleraient et se réconcilieraient, comme ils l'ont toujours fait. À la mi-journée, cependant, Anna commençait à se sentir anxieuse. À 3 heures de l'après-midi, la panique l'a complètement envahie. Elle l'a appelé à plusieurs reprises, sur son téléphone portable, sur son lieu de travail, à la salle de sport, dans 2 clubs qu'elle savait qu'il fréquentait, auprès de 6 de ses amis et même auprès de sa mère, malgré leur relation tendue. Pourtant, elle n'avait aucune nouvelle de lui. Le dimanche, elle avait contacté la police de l'État, la police de New York, le FBI et toutes les personnes auxquelles elle pouvait penser. Ils ont engagé un détective privé. Naturellement, elle a géré tout cela, poussée par le besoin de retrouver son mari disparu. Désespérée, elle décida de se rendre elle-même en ville à la recherche de Robert. Sa quête est vaine au milieu des foules de clients en vacances. Sa famille a pris conscience de la gravité de la situation lorsqu'elle a appelé sa sœur Beth à l'aide. Le dimanche soir, le détective a informé les personnes réunies dans la salle à manger, les 2 sœurs d'Anne et leurs conjoints, leurs enfants, ses parents, Beverly, la sœur de sa mère, la mère de Robert, certains de ses plus vieux amis et quelques collègues de travail proches d'Anne.
Les gens disparaissent régulièrement. Noël, en particulier, est une période difficile, chargée de bouleversements émotionnels. Rien n'indique que Robert ait été blessé ou victime d'un accident. Il a subi un choc émotionnel important, ce qui a valu à Anne plusieurs regards appuyés. L'inspecteur conclut que Robert est un homme rationnel. Avant de tirer des conclusions hâtives, il devrait lui donner une nouvelle chance de donner sa version des faits. Mais non, il ne pouvait pas se contenter d'attendre sans rien faire que le corps de Robert soit retrouvé quelque part. L'inspecteur devait retrouver son mari, donner la priorité à cette affaire et se mettre au travail. Leur frustration grandit, il semble que personne ne comprenne l'urgence. Son mari est vital pour elle. Elle devait s'expliquer avec lui. S'il lui était arrivé quelque chose, comment Robert pourrait-il comprendre ses actes? Comment pourrait-il lui pardonner? Et comment pourrait-elle se pardonner à elle-même? Après avoir donné toutes les garanties nécessaires, le détective s'éclipsa discrètement par la porte. En vérité, il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. C'est à Anne qu'il revient de démêler les chevaux. La discussion, intense et passionnée, commence au moment où il s'en va. Les gens ont saisi leur téléphone portable, affirmant qu'ils connaissaient les bons contacts qui pourraient les aider, agissant comme s'ils avaient soudainement découvert quelque chose de crucial. Le frère d'Anne mène la charge, condamnant la police pour son inaction. Les deux mères compatissent à la tragédie qui s'est abattue sur leur famille. Au fond d'elles-mêmes, elles connaissent leur impuissance, craignent le pire et sentent la désapprobation des sœurs d'Anne. Beth a annoncé qu'il n'y aurait pas de repas de Noël et a suggéré que la famille prenne ses distances jusqu'à ce que Robert soit retrouvé. La colère la quitte, remplacée par l'anxiété qui lui serre la gorge tandis que la conversation s'assombrit jusqu'au silence. Que pouvait-elle dire à des gens qui semblaient aimer son mari plus profondément qu'elle? En faisant l'annonce, elle réalise qu'elle n'a pas de voix dans cette assemblée et ressent le vide d'être vraiment seule. Finalement, tout le monde s'en va. Elle monte les escaliers jusqu'à sa chambre pour se changer. Ses vêtements de vendredi soir sont encore sur le lit. En les ramassant, elle remarque le paquet cadeau. Qu'avait dit Robert avant de partir? Non, pas les derniers mots. En guise d'adieu, qu'a-t-il dit? C'est pour toi, quoi qu'il arrive. J'ai ouvert la boîte après avoir lu l'inscription. Sa main a tremblé lorsqu'elle a sorti le collier scintillant. En serrant le bijou, elle s'est évanouie et s'est effondrée. Son mari était toujours absent, et Noël n'était plus qu'à 3 jours. En ville, les policiers disposent de dortoirs où ils peuvent se reposer et se restaurer pendant leurs longues heures de travail. Lorsque les journalistes ne peuvent ou ne veulent pas rentrer chez eux, ils ont des amis qui les hébergent pour quelques nuits parce qu'ils savent où se trouvent ces endroits. Ce sont des endroits que Robert a déjà visités plusieurs fois. Il portait toujours la même tenue que 3 nuits auparavant et le bureau était à une demi-heure de marche. Une brève visite dans un magasin de vêtements pour hommes a permis de résoudre ce problème. Il s'est encore arrêté brièvement pour acheter de la mousse à raser et une lame. Il devait travailler, même si les choses devenaient difficiles. Le papier devait être imprimé. Les délais ne sont que cela, des délais. Il écouta les appels sur sa boîte vocale, participa à une conférence avec ses collègues à 9h15, rencontra les personnes concernées jusqu'à midi et travailla sur un essai concernant l'élévation du niveau de la mer dans l'après-midi. Le journal fonctionnait de la même manière que d'autres grandes bureaucraties. Il n'y avait pas de moyen facile de joindre la personne dont on avait besoin, à moins de savoir exactement comment s'y prendre. Anne n'a pas réussi à le joindre, même si elle a essayé. Que dire alors de cela? Pendant ce temps, Anne est en proie à la panique. Son père est prêt à lui ordonner de rentrer chez elle, mais cela ne ferait qu'aggraver la situation. De Boston à Washington, son équipe fouille les motels, les hôtels et tous les autres lieux où une personne peut séjourner. Elle transforme tout le personnel de son service en agence de détective privé. À un moment donné, on l'a entendu crier qu'il devrait commencer à chercher sous les ponts, preuve de son désespoir croissant, et elle ne se souciait pas de savoir si la haute direction n'appréciait pas. C'est Holly, graphiste en chef, qui a compris ce qui se passait. Son père était officier de la police de New York. Il y a des aires de repos pour la police, dit-elle. En 20 minutes, ils ont obtenu une liste de numéros de téléphone et d'adresses. Tous les dortoirs avaient été appelés en moins de 2 minutes. Une fois l'emplacement de Robert vérifié, elle s'est mise en route. Robert se sent déjà mieux. Le sergent de service lui avait dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Le travail semblait bien avancé. En tout cas, il fonctionnait.
Il est allé se promener par un beau matin clair et froid et n'a pas vu plus de 15 mètres devant lui. Tu m'as trouvé, Robert, même si je t'ai cherché partout. Soudain, Robert a l'impression de se voir parler de loin. Ne devrait-il pas être plus sentimental? Se dit-il. Il se passe quelque chose en lui, mais il n'arrive pas à l'identifier. Il était capable de voir avec une clarté inattendue. Cependant, Robert se sentait sans vie à l'intérieur, même s'il était parfaitement conscient de la présence d'Anne. Il pensait qu'il aurait dû être plus agité, mais il ne l'était pas. Était-il devenu insensible? Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît, Robert. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. La façon dont tu l'as appris n'était pas ce que je voulais. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a à dire, vraiment? Que tu as des aventures extra-conjugales. Je le sais maintenant. Tu me l'as caché. Je le sais aussi. Que c'est par hasard que vous avez été surpris. Oui, j'étais présent. Je ne veux pas entendre parler de détails sordides ou d'histoires absurdes sur le fait que ce n'était que du sexe et que cela n'avait aucune importance pour nous. Vraiment, qu'est-ce que tu peux dire? Il bougea, essayant de combler physiquement le fossé émotionnel qui les séparait, après avoir senti Robert s'éloigner. Avons-nous besoin d'en parler en public? Pourquoi ne pas simplement aller quelque part et parler de tout? De plus, j'ai appris cela dans le hall d'un hôtel. Y a-t-il quelque chose de plus public que cela? Je vous conseille de parler tout de suite si vous avez quelque chose à dire. Elle a été prise au dépourvu et a compris qu'elle ne pouvait pas faire croire à Robert que tout était normal avant de l'épuiser. D'accord, Robert. Parlons-en. Tu as mon amour éternel. Même si je t'ai toujours aimé, je suis devenue inquiète. Je ne savais pas ce qui n'allait pas, et comme je ne le comprenais pas moi-même, je ne savais pas comment te le dire. J'ai passé beaucoup de temps à voyager après avoir reçu la promotion, ce qui m'a permis de rencontrer diverses personnes qui s'intéressaient à moi. Je me suis rendu compte que j'aimais quand ils flirtaient avec moi. Leur attention était différente car ils étaient nouveaux. Mon agitation s'était calmée. Le fait d'être apprécié en tant que femme m'a fait vibrer. Je ne pouvais pas vous le demander, mais j'en avais besoin. M'auriez-vous permis de le faire? Nous avons passé tellement de temps ensemble. Cela n'aurait pas été juste. Et vous auriez pu m'informer à tout moment que ma charmante épouse reçoit des éloges. Vous me croyez naïf au point d'être étonné ou envieux? N'y avait-il pas autre chose? Avez-vous eu un autre partenaire sexuel? Juste un oui ou un non, pas besoin de plus d'informations. Elle s'est arrêtée, regardant vers le bas. À sa décharge, elle a répondu « oui », en croisant le regard de son mari. Et maintenant, c'est le cas. Je n'ai aucune idée de comment ou pourquoi nous nous sommes retrouvés ici. Je ne peux pas déterminer le moment exact où je t'ai laissé tomber, mais il est clair que je l'ai fait. Robert s'entendit dire adieu. Agissait-il ainsi parce que ses peurs les plus sombres avaient été validées? Ou bien avait-il fait un choix inconscient en partant à l'hôtel avec son amant? Il n'est pas en mesure de le dire. Il était seulement conscient d'avoir prononcé les mots. Il se sentait simplement observateur, comme si quelqu'un avait pris possession de son corps et de ses pensées. Robert resta là, incrédule, alors qu'il réalisait qu'il laissait sa femme derrière lui et qu'il suivait son propre chemin, essayant de comprendre ses récentes actions et paroles. Ce n'était qu'un peu d'excitation et de sexe. Cela n'avait aucune signification. Il était la seule personne qu'elle aimait. Elle lui avait tout expliqué. Qu'est-ce qui l'a empêché de le voir? Pourquoi n'a-t-il pas cru qu'elle était sincère? Les pâtés de maisons du centre de Manhattan sont longs sur les rues est-ouest mais courts sur les rues nord-sud. Cette New-Yorkaise d'origine s'est perdue en retournant sur son lieu de travail. Elle était trop préoccupée pour cesser de chercher des points de repère ou quelque chose qui l'aiderait à s'orienter. Elle répète ce que Robert a dit. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, n'est-ce pas? Ses pieds lui font mal. Son téléphone sonnait et elle avait froid. Elle l'éteignit. Elle trouva une place libre dans un café. Pourquoi Robert était-il si déprimé et si furieux? En fait, il n'avait rien dit. Il ne voulait rien savoir. Combien y avait-il d'hommes? Font-ils de meilleurs amants? Était-il riche? Le dépassait-il en taille? Était-elle plus à l'aise au lit? C'est ce que les hommes veulent savoir, n'est-ce pas? Il pourrait lui lancer des insultes. Toutes les explications possibles. Simplement, Robert ne voulait pas savoir. Il n'était brisé que par le fait qu'elle avait caché ce qu'elle faisait. L'avait-elle mal jugé?
Robert était-il vraiment si fragile? Pourquoi ne s'est-il pas défendu? Il aurait dû se battre pour elle et la réclamer. C'est le comportement de Min. Plus tard, cela la frappa comme un coup de poignard. Non. C'est un imbécile. Elle ne pensait pas que son mari l'écouterait, alors elle a détruit son cœur. Elle ne lui a jamais donné l'occasion de discuter de ses désirs avec lui. Elle ne lui a pas fait savoir qu'elle évoluait. Elle lui a refusé la possibilité de trouver des solutions qui leur conviendraient à tous les deux. Elle n'avait pas fait confiance à Robert auparavant, alors pourquoi devrait-il lui faire confiance maintenant? Non. En toute honnêteté, elle craignait que Robert ne décline. Elle le tromperait même s'il le faisait. Elle ne tenait pas assez à lui pour lui dire et accepter les répercussions. Elle s'est fait passer pour elle et pour son amant avant lui. Elle a raconté un mensonge. Elle ne peut pas vivre avec le fait qu'elle l'a trahi pour le sexe. Nos mensonges autodestructeurs peuvent être nocifs, souvent plus que la vérité révélée trop tard et pour de mauvaises raisons. Elle a décroché le téléphone mais l'a doucement reposé après que sa conversation avec Robert se soit mal terminée. Robert avait raison. Elle n'avait rien à lui dire, ni à personne d'autre. Elle avait tout gâché. Noël arriva et disparut. Après que Beth se soit réchauffée, la famille se réunit pour le repas et la distribution des cadeaux de la veille de Noël. Anne reçoit une invitation, mais décide de la décliner. Elle n'était pas la bienvenue. Quelques semaines plus tard, alors qu'Anne était engagée dans une longue conférence téléphonique, son père l'a appelée pour l'informer qu'elle devait répondre à un appel urgent. Robert était en observation dans un établissement de santé mentale. Il avait tenté de mettre fin à ses jours. Cela faisait 2 jours qu'il était arrivé au travail. Robert a été découvert assis avec une arme chargée et une lettre de suicide, ce qui a incité la police à alerter son contact d'urgence. Va-t-elle s'y rendre? Lorsque ses collègues lui donnent le numéro de la chambre de Robert et le nom du médecin, elle est déjà en route, ayant été inscrite comme personne à contacter en cas d'urgence à son bureau. À son arrivée, elle s'est calmée et a insisté pour voir immédiatement son mari et ses médecins. 2 professionnels de la santé, tous 2 spécialisés en psychiatrie, assistaient à la réunion, l'un était l'auteur d'un manuel réputé, l'autre le responsable d'une étude nationale sur la dépression et le suicide chez les hommes d'âge moyen. Votre mari est très malade, a déclaré l'un d'eux. Il a un plan de suicide, a pris des mesures pour se procurer une arme et souffre de dépression clinique. Il représente un danger évident pour lui-même et peut-être pour les autres. Pour l'aider à reprendre des forces, nous avons modifié plusieurs de ses médicaments. Cependant, il ne nous dit pas ce qui a déclenché cet état d'esprit. Nous espérions que vous pourriez nous aider à comprendre. Elle a concocté une histoire qui n'avait peut-être pas beaucoup de sens. Néanmoins, les médecins en ont discuté entre eux et ont pris des notes détaillées, comme si cela avait de l'importance. Cela n'aidait pas Robert. Elle doit lui parler. Je voudrais voir mon mari. Quand puis-je le voir, demande-t-elle. Oui, ont-ils répondu, mais seulement à travers un miroir sans teint. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'aggraver l'état de Robert à ce stade. Malheureusement, il se peut que nous devions vous rencontrer à nouveau. Un côté de son visage présentait-il une ecchymose? Il ne s'était pas rasé depuis des semaines et ses cheveux n'avaient pas été coupés depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. A-t-il jamais été vraiment propre? La chemise d'hôpital dévoile ses jambes maigres. Il avait l'air débraillé, sans domicile fixe, âgé et abandonné. Il portait des menottes. Il oscillait la tête d'avant en arrière. Il murmurait quelque chose pour lui-même, une phrase qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Que fait-il avec ses doigts? Elle se rapproche de la fenêtre. Le médecin traitant ne l'arrête pas, montrait-il quelque chose du doigt? Le plafond? Les murs? Robert l'a-t-il remarqué? Il s'est mis à crier plus fort, comme s'il sentait sa présence. L'appelait-il par son nom? C'est ce qu'il semble. Robert était-il en train de se tirer dessus avec sa main et ses doigts? Songeait-il encore au suicide? Elle s'éloigne en silence. Pour la première fois, elle comprend ce qu'elle a fait et sait ce qu'elle doit faire. Les heures de visite se terminent à 20h. Une famille est arrivée à 19h30, ce qui semblait être une mère et une fille qui rendaient visite à leur père et à leur mari. Le contrôle de sécurité a été bref. La mère a passé son sac à main à la fille à travers le détecteur de métaux pendant que le garde était distrait. Personne ne l'a remarqué. La mère est montée à l'étage et la fille est partie juste avant la fermeture. Une planchette à pince et un plateau d'échantillons à la main,
elle a enfilé une blouse blanche amidonnée, accroché sa veste à un crochet et s'est glissée discrètement sur le sol. À sa grande surprise, elle trouva la clé sur le poste de l'infirmière endormie, ce qui lui permit d'entrer facilement dans la chambre de Robert. Les services psychiatriques sont principalement conçus pour garder les patients à l'intérieur, et non pour empêcher les gens d'entrer. Elle ne sait pas combien de temps elle est restée assise là, à l'observer. Le temps semblait s'étirer indéfiniment. Robert reprit peu à peu conscience au fur et à mesure que les effets de la drogue s'estompaient. Elle avait dû s'assoupir, car lorsqu'elle leva les yeux, Robert était réveillé et la regardait avec une intense curiosité. « Tu es là, mais pourquoi ?» demanda-t-il. « Je suis ta femme et tu m'as invité, » répondit-elle. Robert détourne la tête. « Tu m'as dit ce que tu voulais, Robert. Tu m'as donné des instructions. » Du coin de l'œil, il la voit sortir un petit revolver de sa poche. « Tu veux mourir, je le sais. Tu veux mourir à cause de ce que j'ai fait. Moi aussi. Autrefois, nous menions une vie heureuse ensemble. Finissons de la même manière. Je te précède, et peut-être que nous nous reverrons plus tard. » Robert se tourne vers sa femme. Elle lui rappelle la femme qu'il a épousée et tous les moments heureux qu'ils ont vécus ensemble. Il avait son plan, elle avait le sien. Anne ne s'était jamais sentie aussi vulnérable, et il semblait que Robert la voyait pour la première fois. « Donnez-moi l'arme. Vérifiez le couloir. » Elle lui tendit le revolver. Il n'y avait personne dans le couloir. Elle s'attendait à ce que ses pensées s'emballent, mais ce n'était pas le cas. Pouvait-elle imaginer ce que cela ferait de se tuer? En était-elle capable? Pouvait-elle appuyer sur la gâchette et tenir l'arme contre sa tête? Bien que cela ressemble à un plan, ce n'en est pas un. Elle fuyait son existence. Elle pensait qu'ils pourraient être vraiment ensemble après la mort. Si ce n'était pas le cas, elle partagerait au moins la même fin que son mari. Anne a trouvé une certaine dignité dans leur décision mutuelle d'en finir. Ils vérifient toutes les 30 minutes. « Écoutez. Nous le ferons après le prochain tour, » dit-il. Elle a regardé. Elle avait une responsabilité. Elle se sentait obligée d'accompagner son mari. Sa gorge se serre, mais elle doit aller jusqu'au bout, parce qu'elle le peut. C'est la seule façon d'expier la souffrance qu'elle a causée. Espérant que Robert et elle seraient ensemble pour toujours, elle ferme les yeux et murmure une petite prière à qui veut bien l'entendre. Puis le moment est venu. Faisons-le. Assieds-toi sur le lit. Toi d'abord. Elle était nerveuse, n'ayant pas été aussi proche de Robert depuis, depuis cette nuit fatidique. Pourtant, c'était logique. Robert serait capable d'attraper l'arme une fois qu'elle serait tombée. Pensant que c'était plus cool, elle tint le revolver. Elle se dit qu'elle ne devait pas hésiter. Avec les mots « je suis désolé » sur les lèvres, elle a appuyé le canon sur sa tempe et a pressé la détente. Rien ne se passe. Elle appuie plusieurs fois sur la gâchette, mais rien ne se passe. Qu'est-ce qui n'allait pas? Tout s'écroule. L'arme ne fonctionnait pas, mais elle souhaitait toujours être avec Robert et le libérer. Les mains préoccupées par son échec, elle lève les yeux. Les larmes commencent à couler. Quel risque terrible. Robert tremble en pensant à toutes les façons dont cela aurait pu mal tourner. Il savait qu'il était hors d'atteinte cette nuit-là et qu'elle mettrait toutes ses forces pour le retrouver. Elle aurait engagé des professionnels, contacté tout le monde, mobilisé tout son personnel et soudoyé des journalistes pour qu'ils parlent de lui. Bien qu'elle se soit convaincue qu'elle ne faisait que le chercher, elle tentait en réalité de contrôler son conjoint. Son plan était de le trouver d'abord, puis la honte et l'amour l'éloigneraient doucement du bord du gouffre, laissant la vie reprendre son cours normal. Robert ne pourra jamais supporter la succession de nouveaux petits amis d'Anne, mais il pourra peut-être se réconcilier avec sa femme. En fin de compte, c'est une question de vie ou de mort. Leur mariage survivra-t-il ou s'effondrera-t-il? Robert n'en est pas sûr. Lorsqu'elle lui a montré l'arme, Robert a compris et s'est préparé. Le prendre et le décharger n'est pas trop difficile. Cependant, si l'action n'était pas menée à son terme, tout ce drame n'avait pas d'importance. Elle ne le ferait pas, pensa Robert. Elle n'appuierait jamais sur la gâchette, même si elle tenait l'arme sur sa tempe. Pourtant, à sa grande surprise, Anne appuie sur la gâchette. Comment a-t-elle pu faire cela? Robert regarde avec stupéfaction sa femme, qui lui apparaît désormais totalement différente. Il sourit, puis lui lance un regard perplexe. Les coups de feu résonnent lorsque Robert ouvre sa main gauche.
Sa main droite se dirigea vers elle, puis la saisit et la rapprocha. Elle s'accrocha à lui pendant un moment. « Femme, il est temps de rentrer à la maison, » dit-il. Ils ont ensuite mené une vie heureuse. Oui, il a fallu beaucoup de temps, d'excellents avocats et beaucoup d'efforts pour persuader le personnel médical de les libérer. Qui était en tort? Est-ce important? Qui méritait le plus d'être blâmé? Qui s'en soucie vraiment? La vie n'est pas longue. L'amour est difficile à trouver. Lorsque vous découvrez le véritable amour, embrassez-le et restez avec lui. N'abandonnez jamais. Demandez de l'aide et continuez à vous battre jusqu'au bout.